Chapitre 4. Justement, le dimanche suivant tombait le 1er novembre, jour de la Toussaint, et 9 heures allaient sonner lorsque l'abbé Godard, le curé de Bazoches-le-Doyen, chargé de desservir l'ancienne paroisse de Rognes, déboucha en haut de la pente qui descendait au petit pont de l'Aigre. Rognes, plus important autrefois, réduit à une population de 300 habitants à peine, n'avait pas de curé depuis des années, et ne paraissait pas se soucier d'en avoir un, au point que le conseil municipal avait logé le garde champêtre dans la cure, à moitié détruite. Chaque dimanche, l'abbé Godard faisait donc à pied les 3 kilomètres qui séparaient Bazoches-le-Doyen de Rognes. Gros et court, la nuque rouge, le cou si enflé que la tête s'en trouvait rejetée en arrière, il se forçait à cet exercice par hygiène. Mais ce dimanche-là, comme il se sentait en retard, il soufflait terriblement, la bouche grande ouverte dans sa face apoplectique, où la graisse avait noyé le petit nez camard et les petits yeux gris. Et sous le ciel livide chargé de neige, malgré le froid précoce qui succédait aux averses de la semaine, il balançait son tricorne, la tête nue, embroussaillé d'épais cheveux roux grisonnants. La route dévalait à pic, et la rive gauche de l'Aigre, avant le pont de pierre, n'était bâtie que de quelques maisons, une sorte de faubourg que l'abbé traversa de son allure de tempête. Il n'eut pas même un regard, ni en amont ni en aval, pour la rivière lente et limpide, dont les courbes se déroulaient parmi les prairies, au milieu des bouquets de saules et de peupliers. Mais sur la rive droite commençait le village, une double file de façades bordant la route, tandis que d'autres escaladaient le coteau, plantés au hasard. Et tout de suite après le pont se trouvaient la mairie et l'école, une ancienne grange surélevée d'un étage, badigeonnée à la chaux. Un instant, l'abbé hésita, allongea la tête dans le vestibule vide, puis il se tourna. Il parut fouiller d'un coup d'œil 2 cabarets en face, l'un avec une devanture propre, garnie de bocaux, surmontée d'une petite enseigne de bois jaune, où se lisait en lettres vertes « Maqueron, épicier ». L'autre, à la porte simplement ornée d'une branche de houx, étalant en noir sur le mur grossièrement crépi ces mots « Tabac, chez Langaigne ». Et entre les deux, il se décidait à prendre une ruelle escarpée, un raidillon qui menait droit devant l'église, lorsque la vue d'un vieux paysan l'arrêta. « Ah, c'est vous, père Fouan, je suis pressé, je désirais aller vous voir. Que faisons-nous, dites ? Il n'est pas possible que votre fils Buteau laisse Lise dans sa position, avec ce ventre qui grossit et qui crève les yeux. Elle est fille de la Vierge, c'est une honte, une honte. » Le vieux l'écoutait, d'un air de déférence polie. « Dame, monsieur le curé, que voulez-vous que j'y fasse, si Buteau s'obstine ? Et puis le garçon a tout de même de la raison, ce n'est guère à son âge qu'on se marie, avec rien. »« Mais il y a un enfant !»« Bien sûr, seulement il n'est pas encore fait, cet enfant. Est-ce qu'on sait ? Tout juste, c'est ça qui n'encourage guère, un enfant, quand on n'a pas de quoi lui coller une chemise sur le corps. » Il disait ces choses sagement, en vieillard qui connaît la vie. Puis, de la même voix mesurée, il ajouta. « D'ailleurs, ça va s'arranger peut-être. Oui, je partage mon bien. On tirera les lots tout à l'heure après la messe. Alors, quand il aura sa part, Buteau verra, j'espère, à épouser sa cousine. »« Bon, dit le prêtre, ça suffit, je compte sur vous, père Fouan. » Mais une volée de cloches lui coupa la parole et il demanda, effaré. « C'est le second coup, n'est-ce pas ? » ?»« Non, monsieur le curé, c'est le 3e. »« Ah, bon sang, voilà encore cet animal de bécu qui sonne sans m'attendre. » Il jurait, il monta violemment le sentier. En haut, il faillit avoir une attaque, la gorge grondante comme un soufflet de forge. La cloche continuait, tandis que les corbeaux qu'elle avait dérangés volaient en croassant à la pointe du clocher, une flèche du XVe siècle, qui attestait l'ancienne importance de Rognes. Devant la porte grande ouverte, un groupe de paysans attendait, parmi lesquels le cabaretier Langaigne, libre penseur, fumait sa pipe. Et plus loin, contre le mur du cimetière, le maire, le fermier Hourdequin, un bel homme, de traits énergiques, causait avec son adjoint, l'épicier Macron. Lorsque le prêtre eut passé, saluant,
Tous le suivirent, sauf Langaigne, qui affecta de tourner le dos en suçant sa pipe. Dans l'église, à droite du porche, un homme, pendu à une corde, tirait toujours. « Assez, Bécu, dit l'abbé Godard hors de lui. Je vous ai ordonné 20 fois de m'attendre avant de sonner le 3e. Le garde champêtre, qui était sonneur, retomba sur les pieds, effaré d'avoir désobéi. C'était un petit homme de 50 ans, une tête carrée et tannée de vieux militaire, à moustache et à barbiche grise, le cou raidi, comme étranglé continuellement par des cols trop étroits. Très ivre déjà, il resta au port d'armes, sans se permettre une excuse. D'ailleurs, le père traversait la nef, en jetant un coup d'œil sur les bancs. Il y avait peu de monde. À gauche, il ne vit encore que Delhomme, venu comme conseiller municipal. À droite, du côté des femmes, elles étaient au plus une douzaine. Il reconnut Célina Macron, sèche, nerveuse et insolente. Flore Langaigne, une grosse mère géniarde, molle et douce. La Bécu, longue, noiraude, très sale. Mais ce qui acheva de le courroucer, ce fut la tenue des filles de la Vierge au premier banc. Françoise était là, entre deux de ses amies, la fille au Macron, Berthe, une jolie brune, élevée en demoiselle, à Cloyes, et la fille au Langaigne, Suzanne, une blonde, laide et frontée, que ses parents allaient mettre en apprentissage chez une couturière de Châteaudun. Toutes trois riaient d'une façon inconvenante, et à côté, la pauvre Lise, grasse et ronde, la mine gaie, étalait le scandale de son ventre en face de l'autel. Enfin, l'abbé Godard entrait dans la sacristie, lorsqu'il tomba sur Delphin et sur Nénesse, qui jouaient à se pousser en préparant les burettes. Le premier, le fils à Bécu, âgé de 11 ans, était un gaillard, hâlé et solide déjà, aimant la terre, lâchant l'école pour le labour. Tandis qu'Ernest, l'aîné des Delhomme, un blond mince et fainéant, du même âge, avait toujours un miroir au fond de sa poche. « Eh bien, polisson, cria le prêtre, est-ce que vous vous croyez dans une étable ?» Et, se tournant vers un grand jeune homme maigre, dont la face blême se hérissait de quelques poils jaunes et qui rangeait des livres sur la planche d'une armoire. « Vraiment, monsieur Lequeux, vous pourriez les faire tenir tranquilles quand je ne suis pas là. » C'était le maître d'école, un fils de paysan qui avait sucé la haine de sa classe avec l'instruction. Il violentait ses élèves, les traitait de brutes et cachait des idées avancées sous sa raideur correcte à l'égard du curé et du maire. Il chantait bien au lutrin, il prenait même soin des livres sacrés, mais il avait formellement refusé de sonner la cloche, malgré l'usage, une telle besogne étant indigne d'un homme libre. « Je n'ai pas la police de l'église, répondit-il sèchement. Ah, chez moi, ce que je les giflerais !» Et, comme sans répondre, l'abbé passait précipitamment l'aube et l'étole, il continua. « Une messe basse, n'est-ce pas ?»« Sans doute, et vite, il faut que je sois à Bazoches avant 10h30 pour la grand-messe. » Lequeux, qui avait pris un vieux missel dans l'armoire, la referma et alla poser le livre sur l'autel. « Dépêchons, dépêchons, répéta le curé en pressant Delphin et Nénesse. Suant et soufflant, le calice en main, il rentra dans l'église. Il commença la messe, que les deux gamins servaient avec des regards en dessous de sournois farceurs. C'était une église d'une seule nef, à voûte ronde, lambrissée de chêne, qui tombait en ruine, par suite de l'entêtement du conseil municipal à refuser tout crédit. Les eaux de pluie filtraient au travers des ardoises cassées de la toiture. On voyait de grandes taches indiquant la pourriture avancée du bois. Et, dans le chœur, fermé d'une grille, une coulure verdâtre en l'air salissait la fresque de l'abside, coupait en deux la figure d'un Père éternel que des anges adoraient. Lorsque le prêtre se tourna vers les fidèles, les bras ouverts, il s'apaisa un peu en voyant que du monde était venu. Le maire, l'adjoint, des conseillers municipaux, le vieux Fouan, Clou, le maréchal Ferrand qui jouait du trombone aux messes chantées. L'air digne, Lequeux était resté au premier rang. Bécu, soûl à tomber, gardait dans le fond une raideur de pieux. Et, du côté des femmes surtout, les bancs se garnissaient. Fanny, Rose, la Grande, d'autres encore.
si bien que les filles de la Vierge avaient dû se serrer, exemplaires maintenant, le nez dans leurs paroissiens. Mais ce qui flatta le curé, ce fut d'apercevoir monsieur et madame Charles avec leur petite fille Élodie. Monsieur en redingote de drap noir, madame en robe de soie verte, tous les deux graves et cossus, donnant le bon exemple. Cependant, il dépêchait sa messe, mangeait le latin, bousculait le rite. Au prône, sans monter en chair, assis sur une chaise, au milieu du chœur, il ânonna, se perdit, renonça à se retrouver. L'éloquence était son côté faible. Les mots ne venaient pas. Il poussait des sans jamais pouvoir finir ses phrases. Ce qui expliquait pourquoi monseigneur l'oubliait depuis 25 ans dans la petite cure de Bazoches le doyen. Et le reste fut bâclé. Les sonneries de l'élévation tintèrent comme des signaux électriques pris de folie. Il renvoya ça au monde d'un ite missa est en coup de fouet. L'église s'était à peine vidée que l'abbé Godard reparaissait, le tricorne posé de travers dans sa hâte. Devant la porte, un groupe de femmes stationnait. Célina, Flore, l'abbé Q, très blessés d'avoir été ainsi menés au galop. Il les méprisait donc qu'il ne leur en donnait pas davantage, un jour de grande fête. « Dites, monsieur le curé, demanda Célina de sa voix aigre en l'arrêtant, vous nous en voulez que vous nous expédiez comme un vrai paquet de guenilles ?»« Ah, dame, répondit-il, les miens m'attendent, je ne puis pas être à Bazoches et à Rognes. Ayez un curé à vous, si vous désirez des grands-messes. » C'était l'éternelle querelle entre Rognes et l'abbé. Les habitants exigeant des égards, lui s'en tenant à son devoir strict, pour une commune qui refusait de réparer l'église, et où, d'ailleurs, de perpétuels scandales le décourageaient. Il continua en désignant les filles de la Vierge qui partaient ensemble. « Et puis, est-ce que c'est propre, des cérémonies avec des jeunesses sans aucun respect pour les commandements de Dieu ?»« Vous ne dites pas ça pour ma fille, j'espère, demanda Célina, les dents serrées. « Ni pour la mienne, bien sûr, ajouta Flore. Alors il s'emporta, excédé. « Je le dis pour qui je dois le dire, ça crève les yeux. Voyez-vous ça avec des robes blanches? Je n'ai pas une procession ici sans qu'il y en ait une enceinte. Non, non, vous laisseriez le bon Dieu lui-même. » Il les quitta. Et l'abbé Q, restée muette, dut mettre la paix entre les deux mères, qui, excitées, se jetaient leur fille à la tête. Mais elle la mettait avec des insinuations si fielleuses que la querelle s'aggrava. Berthe, ah oui, on verrait comment elle tournerait avec ses corsages de velours et son piano. Et Suzanne, fameuse idée de l'envoyer chez la couturière de Châteaudun pour qu'elle fît la culbute. L'abbé Godard, libre enfin, s'élançait. Lorsqu'il se trouva en face des Charles, son visage s'épanouit d'un large sourire aimable. Il lança un grand coup de tricorne. Monsieur, majestueux, salua. Madame fit sa belle révérence. Mais il était dit que le curé ne partirait point, car il n'était pas au bout de la place qu'une nouvelle rencontre l'arrêta. C'était une grande femme d'une trentaine d'années, qui en paraissait bien 50. Les cheveux rares, la face plate, molle, jaune de son, et cassée, épuisée par des travaux trop rudes. Elle chancelait sous un fagot de menu bois. « Palmyre, demanda-t-il, pourquoi n'êtes-vous pas venue à la messe un jour de Toussaint? C'est très mal. » Elle eut un gémissement. « Sans doute, monsieur le curé, mais comment faire? Mon frère a froid, nous gelons chez nous. Alors je suis allée ramasser ça le long des haies. »« La grande est donc toujours aussi dure? »« Ah bien, elle crèverait plutôt que de nous jeter un pain ou une bûche. » Et de sa voix dolente, elle répéta leur histoire. Comment leur grand-mère les chassait, comment elle avait dû se loger avec son frère dans une ancienne écurie abandonnée. Ce pauvre Hilarion, bancal, la bouche tordue par un bec de lièvre, était sans malice malgré ses 24 ans, si bêta que personne ne voulait le faire travailler. Elle travaillait donc pour lui, à se tuer. Elle avait pour cet infirme des soins passionnés, une tendresse vaillante de mère. En l'écoutant, la face épaisse et suante de l'abbé Godard se transfigurait d'une bonté exquise. Ses petits yeux colères s'embellissaient de charité. Sa bouche grande prenait une grâce douloureuse. Le terrible grognon,
toujours emporté dans un vent de violence, avait la passion des misérables. Leur donnait tout, son linge, son argent, ses habits, à ce point qu'on n'aurait pas trouvé en Beauce un prêtre ayant une soutane plus rouge et plus reprisée. Il se fouilla d'un air inquiet. Il glissa à Palmyre une pièce de 100 sous. « Tenez, cachez ça, je n'en ai pas pour les autres. Et il faudra que je parle encore à la grande, puisqu'elle est si mauvaise. » Cette fois, il se sauva. Heureusement, comme il suffoquait en remontant la côte de l'autre côté de l'Ègre, le boucher de Bazoches le doyen, qui rentrait, le prit dans sa carriole, et il disparut au ras de la plaine, secoué, avec la silhouette dansante de son tricorne sur le ciel livide. Pendant ce temps, la place de l'église s'était vidée. Fouan et Rose venaient de redescendre chez eux, où Grosbois se trouvait déjà. Un peu avant 10 heures, Delhomme et Jésus-Christ arrivèrent à leur tour. Mais on attendit en vain Buteau, jusqu'à midi. Jamais ce sacré original ne pouvait être exact. Sans doute il s'était arrêté en chemin, à déjeuner quelque part. On voulut passer outre. Puis la sourde peur qu'il inspirait, avec sa mauvaise tête, fit décider qu'on tirerait les lots après le déjeuner, vers 2 heures seulement. Grosbois, qui accepta des fois un morceau de lard et un verre de vin, acheva la bouteille, en entama une autre, retombé dans son état d'ivresse habituel. À 2 heures, toujours pas de Buteau. Alors Jésus-Christ, dans le besoin de godaille qui alanguissait le village par ce dimanche de fête, vint passer devant chez Macron en allongeant le cou, et cela réussit. La porte fut brusquement ouverte. Bécu se montra et cria « Arrive, mauvaise troupe, que je te paie un canon !» Il s'était raidi encore, de plus en plus digne à mesure qu'il se grisait. Une fraternité d'anciens militaires ivrognes, une tendresse secrète le portait vers le braconnier. Mais il évitait de le reconnaître quand il était en fonction, sa plaque au bras, toujours sur le point de le prendre en flagrant délit, combattu entre son devoir et son cœur. Au cabaret, dès qu'il était soûl, il le régalait en frère. « Un piquet, hein, veux-tu ? Eh, nom de Dieu, si les Bédouins nous embêtent, nous leur coupons les oreilles !» Ils s'installèrent à une table, jouèrent aux cartes en criant fort, tandis que les litres, un à un, se succédaient. Macqueron, dans un coin, tassé, avec sa grosse face moustachue, tournait ses pouces. Depuis qu'il avait gagné des rentes, en spéculant sur les petits vins de Montigny, il était tombé à la paresse, chassant, pêchant, faisant le bourgeois. Et il restait très sale, vêtu de loques, pendant que sa fille, Berthe, trimballait autour de lui des robes de soie. Si sa femme l'avait écouté, ils auraient fermé boutique, et l'épicerie et le cabaret, car il devenait vaniteux, avec de sourdes ambitions, inconscientes encore. Mais elle était d'une âpreté féroce au lucre, et lui-même, tout en ne s'occupant de rien, la laissait continuer à verser des canons, pour ennuyer son voisin Langueigne, qui tenait le bureau de tabac et donnait aussi à boire. C'était une rivalité ancienne, jamais éteinte, toujours près de flamber. Cependant, il y avait des semaines où l'on vivait en paix, et justement, Langueigne entra avec son fils Victor, un grand garçon gauche qui devait bientôt tirer au sort. Lui, très long, l'air figé, ayant une petite tête de chouette sur de larges épaules osseuses, cultivait ses terres, pendant que sa femme pesait le tabac et descendait à la cave. Ce qui lui donnait une importance, c'était qu'il rasait le village et coupait les cheveux, un métier rapporté du régiment, qu'il exerçait chez lui, au milieu des consommateurs ou encore à domicile, à la volonté des clients. « Eh bien, cette barbe, est-ce pour aujourd'hui, compère ?» demanda-t-il dès la porte. « Tiens, c'est vrai, je t'ai dit de venir, s'écria Macron. « Ma foi, tout de suite, si ça te plaît. » Il décrocha un vieux plat à barbe, prit un savon et de l'eau tiède, pendant que l'autre tirait de sa poche un rasoir grand comme un coutelas, qu'il se mit à repasser sur un cuir fixé à l'étui. Mais une voix glapissante vint de l'épicerie voisine. « Dites donc !» criait Célina. « Est-ce que vous allez faire vos saletés sur les tables ? Ah non, je ne veux pas chez moi qu'on trouve du poil dans les verres. » C'était une attaque à la propreté du cabaret voisin,
où l'on mangeait plus de cheveux qu'on ne buvait de vrai vin, disait-elle. « Vends ton sel et ton poivre et fiche-nous la paix !» répondit Macron, vexé de cette algarade devant le monde. Jésus-Christ et Bécu ricanèrent. « Mouchez la bourgeoise !» Et ils lui commandèrent un nouveau litre, qu'elle apporta furieuse, sans une parole. Il battait les cartes, il les jetait sur la table violemment, comme pour s'assommer. « À tout et à tout !» Langaigne avait déjà frotté son client de savon et le tenait par le nez, lorsque Lequeux, le maître d'école, poussa la porte. « Bonsoir, la compagnie !» Il resta debout et muet devant le poêle, à se chauffer les reins, pendant que le jeune Victor, derrière les joueurs, s'absorbait dans la vue de leur jeu. « À propos, reprit Macron, en profitant d'une minute où Langaigne lui essuyait sur l'épaule les baves de son rasoir. « Monsieur Hourdequin, tout à l'heure, avant la messe, m'a encore parlé du chemin. Faudrait se décider pourtant. » Il s'agissait du fameux chemin direct de Rognes à Châteaudun, qui devait raccourcir la distance d'environ 2 lieues, car les voitures étaient forcées de passer par Cloix. Naturellement, la ferme avait grand intérêt à cette voie nouvelle, et le maire, pour entraîner le conseil municipal, comptait beaucoup sur son adjoint, intéressé lui aussi à une prompte solution. Il était, en effet, question de relier le chemin à la route du bas, ce qui faciliterait aux voitures l'accès de l'église, où l'on ne grimpait que par des sentiers de chèvres. Or, le tracé projeté suivait simplement la ruelle étranglée entre les 2 cabarets, l'élargissait en ménageant la pente, et les terrains de l'épicier, dès lors en bordure, ayant un accès facile, allaient décupler de valeur. « Oui, continua-t-il, il paraît que le gouvernement, pour nous aider, attend que nous votions quelque chose. N'est-ce pas, tu en es ?» Langaigne, qui était conseiller municipal, mais qui n'avait pas même un bout de jardin derrière sa maison, répondit « Moi, je m'en fous, qu'est-ce que ça me fiche, ton chemin ?» Et, en s'attaquant à l'autre joue, dont il grattait le cuir comme avec une râpe, il tomba sur la ferme. « Ah, ces bourgeois d'aujourd'hui, c'était pis encore que les seigneurs d'autrefois. Oui, ils avaient tout gardé dans le partage, et ils ne faisaient des lois que pour eux. Ils ne vivaient que de la misère du pauvre monde. Les autres l'écoutaient, gênés et heureux au fond de ce qu'il osait dire. La haine séculaire, indomptable, du paysan contre les possesseurs du sol. »« Ça va bien qu'on est entre soi, » murmura Macron, en lançant un regard inquiet vers le maître d'école. « Moi, je suis pour le gouvernement. Ainsi, notre député, M. de Chédeville, qui est, dit-on, l'ami de l'empereur... » Du coup, Langaigne agita furieusement son rasoir. « Encore un joli bourg, celui-là. Est-ce qu'un Richard comme lui, qui possède plus de 500 hectares du côté d'Orgères, ne devrait pas vous en faire cadeau de votre chemin, au lieu de vouloir tirer des sous à la commune? Sale rosse !» Mais l'épicier, terrifié cette fois, protesta. « Non, non, il est bien honnête et pas fier. Sans lui, tu n'aurais pas eu ton bureau de tabac. Qu'est-ce que tu dirais s'il te le reprenait ?» Brusquement calmé, Langaigne se remit à lui gratter le menton. Il était allé trop loin. Il enrageait. Sa femme avait raison de dire que ses idées lui joueraient un vilain tour. Et l'on entendit alors une querelle qui éclatait entre Bécu et Jésus-Christ. Le premier avait l'ivresse mauvaise, batailleuse, tandis que l'autre, au contraire, de terrible chenapan qu'il était à jeun, s'attendrissait davantage à chaque verre de vin, devenait d'une douceur et d'une bonhomie d'apôtre soûlard. À cela, il fallait ajouter leur différence radicale d'opinion. Le braconnier, républicain, un rouge comme on disait, qui se vantait d'avoir, à Cloix en 48, fait danser le rigodon aux bourgeoises. Le garde champêtre, d'un bonapartiste farouche, adorant l'empereur qu'il prétendait connaître. « Je te jure que si, nous avions mangé ensemble une salade de harengs salés, et alors il m'a dit « Pas un mot, je suis l'empereur. » Je l'ai bien reconnu à cause de son portrait sur les pièces de 100 sous. Possible, une canaille tout de même, qui bat sa femme et qui n'a jamais aimé sa mère. « Tais-toi, nom de Dieu, ou je te casse la gueule !» Il fallut enlever des mains de Bécu le litre qu'il brandissait, tandis que Jésus-Christ, les yeux mouillés, attendait le coup, dans une résignation souriante. Et ils se remirent à jouer fraternellement. À tout et à tout.
Macqueron, que l'indifférence affectée du maître d'école troublait, finit par lui demander « Et vous, monsieur Lequeux, qu'est-ce que vous en dites ?» Lequeux, qui chauffait ses longues mains blêmes contre le tuyau du poêle, eut un sourire aigre d'homme supérieur que sa position force au silence. « Moi, je n'en dis rien, ça ne me regarde pas. » Alors Macqueron alla plonger sa face dans une terrine d'eau, et tout en reniflant, en s'essuyant, « Eh bien, écoutez ça, je veux faire quelque chose. Oui, nom de Dieu, si l'on vote la route, je donne mon terrain pour rien. » Cette déclaration stupéfia les autres. Jésus-Christ et Bécu eux-mêmes, malgré leur ivresse, levèrent la tête. Il y eut un silence. On le regardait comme s'il fût devenu brusquement fou. Et lui, fouetté par l'effet produit, les mains tremblantes pourtant de l'engagement qu'il prenait, ajouta « Il y en aura bien un demi-arpent. Cochon qui s'en dédie, c'est juré. » Langaigne s'en alla avec son fils Victor, exaspéré et malade de cette largesse du voisin. La terre ne lui coûtait guère, il avait assez volé le monde. Macqueron, malgré le froid, décrocha son fusil, sortit voir s'il rencontrerait un lapin, aperçu la veille au bout de sa vigne. Il ne resta que Lequeux, qui passait là ses dimanches, sans rien boire, et que les deux joueurs acharnaient le nez dans les cartes. Des heures s'écoulèrent, d'autres paysans vinrent et repartirent. Vers 5 heures, une main brutale poussa la porte, et Buteau parut, suivi de Jean. Dès qu'il aperçut Jésus-Christ, il cria « J'aurais parié 20 sous. Est-ce que tu te fous du peuple? Nous t'attendons. » Mais l'ivrogne, bavant et s'égayant, répondit « Eh, sacré farceur, c'est moi qui t'attends. Depuis ce matin, tu nous fais droguer. » Buteau s'était arrêté à la borderie, où Jacqueline, que dès 15 ans il culbutait sur le foin, l'avait retenu à manger des rôtis avec Jean. Le fermier Hourdequin était allé déjeuner à Cloyes au sortir de la messe. On avait nocé très tard, et les deux garçons arrivaient seulement, ne se quittant plus. Cependant, Bécu gueulait qu'il payait les 5 litres, mais que c'était une partie à continuer, tandis que Jésus-Christ, après s'être décollé péniblement de sa chaise, suivait son frère, les yeux noyés de douceur. « Attends là, dit Buteau à Jean, et dans une demi-heure, viens me rejoindre. Tu sais que tu dînes avec moi chez le père. » Chez les Fouan, lorsque les deux frères furent entrés dans la salle, on se trouva au grand complet. Le père, debout, baissait le nez. La mère, assise près de la table qui occupait le milieu, tricotait de ses mains machinales. En face d'elle, Grosbois avait tant bu et mangé qu'il s'était assoupi, les yeux à demi ouverts. Tandis que, plus loin, sur 2 chaises basses, Fanny et Delhomme attendaient patiemment. Et, chose rare dans cette pièce enfumée, aux vieux meubles pauvres, aux quelques ustensiles mangés par les nettoyages, une feuille de papier blanc, un encrier et une plume étaient posés sur la table, à côté du chapeau de l'arpenteur. Un chapeau noir tourné aux roues, monumental, qu'il trimballait depuis 10 ans sous la pluie et le soleil. La nuit tombait. L'étroite fenêtre donnait une dernière lueur boueuse, dans laquelle le chapeau prenait une importance extraordinaire, avec ses bords plats et sa forme d'urne. Mais Grosbois, toujours à son affaire, malgré son ivresse, se réveilla, bégayant. « Nous y sommes. Je vous disais que l'acte est prêt. J'ai passé hier chez maître Baillehache et il me l'a fait voir. Seulement, les numéros des lots sont restés en blanc, à la suite de vos noms. Nous allons donc tirer ça, et le notaire n'aura plus qu'à les inscrire, pour que vous puissiez, samedi, signer l'acte chez lui. » Il se secoua, haussa la voix. « Voyons, je vais préparer les billets. » D'un mouvement brusque, les enfants se rapprochèrent, sans chercher à cacher leur défiance. Ils le surveillaient, étudiaient ses moindres gestes, comme ceux d'un faiseur de tours, capable d'escamoter les parts. D'abord, de ses gros doigts tremblants d'alcoolique, il avait coupé la feuille de papier en 3. Puis, maintenant, sur chaque morceau, il écrivait un chiffre. 1, 2, 3, très appuyé, énorme. Et par-dessus ses épaules, tous suivaient la plume,
Le père et la mère eux-mêmes hochaient la tête, satisfaits de constater qu'il n'y avait pas de tricherie possible. Les billets furent pliés lentement et jetés dans le chapeau. Un silence régna, solennel. Au bout de 2 grandes minutes, Grosbois dit « Faut vous décider pourtant. Qui est-ce qui commence ?» Personne ne bougea. La nuit augmentait. Le chapeau semblait grandir dans cette ombre. « Par randage, voulez-vous » proposa l'arpenteur. « À toi, Jésus-Christ, qui est l'aîné. » Jésus-Christ, bon enfant, s'avança. Mais il perdit l'équilibre, faillit s'étaler. Il avait enfoncé le poing dans le chapeau d'un effort violent, comme pour en retirer un quartier de roche. Lorsqu'il tint le billet, il dut s'approcher de la fenêtre. « 2 !» cria-t-il, en trouvant sans doute ce chiffre particulièrement drôle, car il suffoqua de rire. « À toi, Fanny !» appela Grosbois. Quand Fanny eut la main au fond, elle ne se pressa point. Elle fouillait, remuait les billets, les pesait l'un après l'autre. « C'est défendu de choisir, » dit rageusement Buteau, que la passion étranglait, et qui avait blêmi au numéro tiré par son frère. « Tiens, pourquoi donc ?» répondit-elle. « Je ne regarde pas, je peux bien tâter. » « Va, murmura le père, ça se vaut, il n'y en a pas plus lourd dans l'un que dans l'autre. » Elle se décida enfin, courut devant la fenêtre. « 1 !» « Eh bien, c'est Buteau qui a le 3, reprit Fouan. « Tire-le, mon garçon. » Dans la nuit croissante, on avait pu voir se décomposer le visage du cadet. Sa voix éclata de colère. « Jamais de la vie !»« Comment ? Si vous croyez que j'accepte, ah non, le 3e lot, n'est-ce pas, le mauvais, je vous l'avais assez dit que je voulais partager autrement. Non, non, vous vous foutriez de moi. Et puis, est-ce que je ne vois pas clair dans vos manigances ? Est-ce que c'était pas au plus jeune à tirer le premier ? Non, non, je tire pas puisqu'on triche. » Le père et la mère le regardaient se démener, taper des pieds et des poings. « Mon pauvre enfant, tu deviens fou, » dit Rose. « Oh, maman, je sais bien que vous ne m'avez jamais aimé. Vous me décolleriez la peau du corps pour la donner à mon frère. À vous tous, vous me mangeriez. » Fouan l'interrompit durement. « Assez de bêtises, hein ? Veux-tu tirer ? » « Je veux qu'on recommence. » Mais il y eut une protestation générale. Jésus-Christ et Fanny serraient leurs billets, comme si l'on tentait de les leur arracher. Delhomme déclarait que le tirage avait eu lieu honnêtement, et Grosbois, très blessé, parlait de s'en aller si l'on suspectait sa bonne foi. « Alors je veux que papa ajoute à ma part 1000 francs sur l'argent de sa cachette. » Le vieux, un moment étourdi, bégaya, puis il se redressa, s'avança, terrible. « Qu'est-ce que tu dis ? Tu y tiens donc à me faire assassiner, mauvais bourg. On démolirait la maison qu'on ne trouverait pas un liard. Prends le billet, nom de Dieu, ou tu n'auras rien. » Buteau, le front dur d'obstination, ne recula pas devant le poing levé de son père. « Non !» Le silence retomba, embarrassé. Maintenant, l'énorme chapeau gênait, barrant les choses, avec cet unique billet au fond que personne ne voulait toucher. L'arpenteur, pour en finir, conseilla au vieux de le tirer lui-même. Et le vieux, gravement, le tira, alla le lire devant la fenêtre, comme s'il ne l'eût pas connu. « 3. Tu as le 3e lot, entends-tu ? L'acte est prêt. Bien sûr que maître Baillehache n'y changera rien, car ce qui est fait n'est pas à refaire. Et puisque tu couches ici, je te donne la nuit pour réfléchir. Allons, c'est fini, n'en causons plus. » Buteau, noyé de ténèbres, ne répondit pas. Les autres approuvèrent bruyamment, tandis que la mère se décidait à allumer une chandelle pour mettre le couvert. Et à cette minute, Jean, qui venait rejoindre son camarade, aperçut 2 ombres enlacées, guettant de la route, déserte et noire, ce qu'on faisait chez les Fouan. Dans le ciel d'ardoise, des flocons de neige commençaient à voler, d'une légèreté de plumes. « Oh, monsieur Jean, dit une voix douce, vous nous avez fait peur. » Alors il reconnut Françoise, encapuchonnée, avec sa face longue, aux lèvres fortes. Elle se serrait contre sa sœur Lise, la tenait d'un bras à la taille. Les 2 sœurs s'adoraient, on les rencontrait toujours de la sorte, au cou l'une de l'autre.
Lise, plus grande, l'air agréable, malgré ses gros traits et la bouffissure commençante de toute sa ronde personne, restait réjouie dans son malheur. « Vous espionnez donc » demanda-t-il gaiement. « Dame, répondit-elle, ça m'intéresse ce qui se passe là-dedans, savoir si ça va décider Buteau. » Françoise, d'un geste de caresse, avait emprisonné de son autre bras le ventre enflé de sa sœur. « S'il est permis, le cochon, quand il aura la terre, peut-être qu'il voudra une fille plus riche. » Mais Jean leur donna bon espoir. Le partage devait être terminé, on arrangerait le reste. Puis, lorsqu'il leur apprit qu'il mangeait chez les vieux, Françoise dit encore : « Ah bien, nous nous reverrons tout à l'heure, nous irons à la veillée. » Il les regarda se perdre dans la nuit. La neige tombait plus épaisse, leurs vêtements confondus se liseraient d'un fin duvet blanc.